Voilà. Donc, normalement, vous devriez avoir une petite fenêtre qui s'affiche pour savoir si vous acceptez ou pas l'enregistrement. Je vous laisse libre de votre choix. Donc, bonjour, je suis Céline Bonin d'Envirobat BDM et nous allons donc vous présenter aujourd'hui le webinaire éclairage public et pollution lumineuse en partenariat avec donc la région, les PNR, donc les parcs naturels régionaux, les 9 parcs naturels régionaux de la région, donc le réseau des PNR, Nice Métropole et le CEREMA. On va vous expliquer qu'est-ce que la pollution lumineuse, les différentes réglementations, les outils d'accompagnement pour vous aider à adapter la pollution lumineuse, enfin votre éclairage public plutôt, pour diminuer cette pollution lumineuse. Et enfin, un retour d'expérience avec donc la métropole Nice-Côte d'Azur. Je vais d'abord, moi, vous expliquer un peu dans quel contexte on inscrit ce webinaire chez nous à Envirobat BDM, avec cette petite présentation que je vous partage. Hop là. Alors, le diaporama que je vais lancer à partir du début. Donc, depuis 2023, on a lancé une action qui s'intitule « Diffuser les bonnes pratiques de l'écologie ». Et dans cette action, on a mené plusieurs petites missions, des campagnes sur Instagram. Il y en a eu notamment donc, sur les protections solaires. Il y en a d'autres à venir sur des statistiques des projets en démarche BDM et par rapport, enfin, du coup, sur la transition énergétique et leur consommation énergétique. Il y a un podcast qui s'appelle Vivre demain avec déjà 4 épisodes dedans, dont les 2 derniers qui concernent particulièrement le public d'aujourd'hui, puisque ça porte sur la biodiversité et également sur la pollution lumineuse, avec Yasmine Corazzani, que je crois est présente dans la salle, et Marion Gaillot. Donc, je vous invite à aller le voir. Il est disponible normalement sur vos plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music aussi, il me semble. Donc, voilà. Une page LinkedIn très active sur laquelle on relaye nos informations. Des webinaires, dont celui d'aujourd'hui. Une chaîne YouTube donc, sur laquelle on va rediffuser le webinaire, et l'Enviroboîte, qui est notre centre de ressources, dans laquelle vous trouverez différentes sélections de ressources, dont une qui va être dédiée à la pollution lumineuse, et je vous en enverrai le lien en même temps que celui du webinaire. Et dans l'agenda, la semaine prochaine, nous avons une rencontre réhabilitation et biodiversité qui se tiendra à La Ciotat, avec une intervention de Yasmine Corazzani encore et d'Olivier Winock sur comment intégrer la biodiversité dans vos projets de réhabilitation, comment la prendre en compte. Et après, il y aura une visite de la villa Michel Simon, qui sera la future maison, du coup, la future maison du parc naturel des Calanques, et avec un point aussi sur la biodiversité dans les Calanques. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site internet et à vous inscrire si cet événement vous intéresse. Et maintenant, nous allons passer donc au webinaire d'aujourd'hui, et je vais passer la parole à Marie-Caroline Vallon. Donc, je change de présentation. Hop. Et ça, c'est la dernière page. Est-ce que j'ai la dernière? Hop là. Non, c'est pas la bonne page. Non, ça, c'est la dernière. Ça, c'est la dernière, effectivement. Et surtout, j'arrivais pas à mettre la première. Pourquoi j'arrive pas à mettre la première? On va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. De l'informatique. Oui, hein, tu parles en connaissance de cause. Oui. Alors, Ben, le temps que tu cherches, je vais me présenter et m'introduire. Donc, Marie-Caroline Vallon, moi je travaille à la région Sud, à la direction de la transition énergétique et des territoires. Et je copilote avec mon collègue Sébastien Ninon, qui doit être dans les participants, un groupe de travail rassemblant l'ensemble des chargés de mission énergie au sens large des parcs naturels du territoire régional. Voilà.
Et ça fait plusieurs années qu'en fin de compte, nous travaillons sur ces questions de pollution lumineuse et d'éclairage public, puisque au titre de l'Interparc énergie, la question de l'éclairage public, c'est quand même un coût énergétique conséquent. Mais on a croisé en fin de compte cette problématique aussi avec les enjeux de biodiversité. Et voilà, l'idée, c'était en fin de compte de vous présenter un peu l'ensemble des travaux qu'on a menés et aussi les retours d'expérience qui sont menés sur les territoires. Donc la première diapo, qui est la suivante, c'était déjà de faire un peu un rappel de définition. Qu'est-ce que la pollution lumineuse? Voilà, on s'est dit que c'était quand même important de rappeler ces éléments-là, hein, la présence de lumière gênante et anormale liée à de l'éclairage artificiel. Voilà, et l'ensemble de ces conséquences, à la fois sur la faune, la flore, les écosystèmes, mais aussi la santé humaine et notamment aussi la question de l'observation des étoiles. Voilà, elle est à la fois astronomique, quand elle dégrade la qualité du ciel, puisqu'on voit quand même beaucoup moins les étoiles, et aussi écologique, puisqu'elle modifie le comportement des espèces dans l'écosystème, y compris nous en tant qu'espèces vivantes. Deuxième page. Euh, Alors, pourquoi s'engager dans un projet de réduction de pollution lumineuse? Avec la hausse des prix de l'énergie, clairement, on s'est aperçu que quand même le coût de l'éclairage public dans les budgets des communes était quand même conséquent, hein. Souvent, ça correspondait à quasiment 30% en fin de compte de leurs dépenses énergétiques. Donc, on a eu beaucoup de communes qui se sont mis à faire des extinctions totales ou partielles. Mais voilà, il y a ce sujet-là. La préservation de la faune et de la flore, hein, notamment sur la question de l'élaboration des trames noires, l'amélioration du cadre de vie et puis la reconquête du ciel étoilé. Et quand même un chiffre un peu pour éclairer le sujet, hein, il y a un tiers de l'humanité et notamment 60% des Européens qui ne voient plus la Voie lactée. Voilà, je vous laisse faire l'exercice en été, en fin de compte, de voir, compter le nombre d'étoiles que vous voyez, on va dire à Marseille ou ailleurs. Mais voilà, c'est quand même une dégradation assez importante de la qualité du ciel. Voilà. Et pour qui? Ben, pour nous habitants, pour les astronomes et la biodiversité. Euh, Diapo suivante, juste pour éclairer on va dire, sans faire de mauvais jeu de mots, le propos sur cette carte, en fin de compte, qui est la question de voilà, l'impact de la pollution lumineuse, hein. C'est une carte qu'on est allé chercher sur Light Pollution Map. C'est la question de la radiance. Et donc, on s'aperçoit clairement comment le territoire est, je dirais, suréclairé, et notamment l'ensemble des ruptures de continuité écologique, notamment pour un certain nombre d'espèces qui ne peuvent plus passer, puisque finalement, le fond du littoral fait barrière. Diapo suivante. Alors, on s'est posé, avant de vous expliquer pourquoi on s'est engagé dans ce travail-là, notamment un petit rappel sur les questions de pollution lumineuse et santé, hein, donc tous concernés. L'homme, comme tous les vivants, on est habitué à cette alternance de jour et de nuit. Et notre sommeil, en tant qu'homme et être vivant, hein, donc là-dessus on met aussi la faune et la flore, elle est synchronisée avec le cycle de la lumière. Donc, la principale source de pollution est la lumière intrusive, hein, qui envahit nos habitats. Pour la flore, c'est la prolongation de la durée du jour par des lumières artificielles, ça dérègle la période de floraison, ça induit des déphasages avec l'apparition des fleurs, des insectes pollinisateurs, la fructification s'en trouve perturbée. Souvent, je le dis sous le ton de l'humour, mais les arbres aussi ont besoin de dormir, puisque finalement, ça perturbe leur cycle. Et ça les rend, je dirais, beaucoup plus fragiles en termes de maladies, dérèglements, puisque finalement, ils sont en période diurne plus longtemps. Les graines, elles ont aussi besoin, pour vivre, d'une période d'obscurité pour germer. Et quand elles sont exposées à la lumière en permanence, elles ne germent pas. Pour la faune, diapo suivante, comme je le disais, ça perturbe en fin de compte les animaux dans leur mobilité, puisque quand même presque 60% en fin de compte des espèces ont des périodes en fin de compte de déplacement, de chasse et de reproduction au moment du tomber de la nuit ou à l'aube.
Alors, c'est sûr que quand on, je dirais, poursuit cette période d'éclairage jusqu'à 23 heures, ou qu'on rallume à 3 heures du matin, bah, ça perturbe l'ensemble, en fin de compte, à la fois des fréquentations, des déplacements, ça réduit les surfaces d'habitat favorables, pour notamment celles qui sont dans des phénomènes de répulsion, ou ça favorise en fin de compte des phénomènes d'attraction. Ça peut influencer aussi la répartition de certaines espèces. Ça peut provoquer aussi des changements dans les cycles de reproduction. Voilà, et ça perturbe notamment des relations proie-prédateur, puisque ça expose notamment les premières plus longtemps, puisqu'elles n'ont plus possibilité de se cacher dans la nuit. Diapo suivante. Ça perturbe également, en fin de compte, comme je le disais, toutes les migrations des espèces. Alors, on pense souvent aux oiseaux, mais on a aussi les poissons qui utilisent le soleil ou les étoiles lors de leur migration comme source d'orientation. Voilà. Et notamment les migrateurs qui se déplacent particulièrement la nuit et qui se dirigent aux étoiles. Donc, quand ils survolent les villes éclairées, ils se retrouvent complètement désorientés, et d'autres aussi se trouvent pris au piège sous le dôme lumineux de nos villes. Donc voilà, donc on a vraiment des enjeux pour tous les vivants, qu'ils soient humains, non humains, végétaux, faune, et je pense même aussi la perturbation du sol, en fin de compte, à réfléchir sur la manière dont on éclaire, pourquoi on éclaire et comment on éclaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fin de compte, on a engagé un travail depuis 4 ans, notamment avec le CEREMA, pour développer, je dirais, des boîtes à outils et inciter les collectivités à changer leurs pratiques. Parce que le passage, en fin de compte, de l'éclairage au LED, d'un point de vue réduction des consommations énergétiques, c'est très intéressant, mais finalement, on s'est aperçu que les produits qui étaient proposés étaient, je dirais, plus nocifs que les éclairages traditionnels en termes de qualité de lumière. Donc, le message que porte la région, le réseau des PNR, avec notamment le soutien du CEREMA sur tout ce qui relève de la réglementation, ça a été en fin de compte de produire des outils pour inciter les collectivités à changer leurs pratiques en matière d'éclairage public. Et donc, voilà, réfléchir à son éclairage, c'est-à-dire pour qui j'éclaire, comment j'éclaire et quand j'éclaire. Ça peut représenter jusqu'à 80% d'économie sur la consommation énergétique, des réductions sur les nuisances nocturnes, des enjeux de biodiversité respectés, également de santé, hein. Il y a la question aussi de l'élaboration d'une trame noire, et au niveau régional, nous réfléchissons à superposer une trame noire ou sombre, en fin de compte, sur la trame verte et bleue, une qualité de vie améliorée pour les habitants, et puis le fait aussi de pouvoir de nouveau avoir accès à un ciel étoilé. Il y a aussi des labels, hein, villages étoilés, qui permettent en fin de compte de valoriser les collectivités qui se sont engagées dans ce travail-là. Et puis aussi le développement d'activités économiques, culturelles liées à l'astronomie, avec des gîtes, des balades nocturnes, quoi. Il y a aussi, je dirais, de quoi montrer la nuit sous un angle, je dirais, plus avantageux, et sortir de nos peurs ancestrales. Et du coup, je cède la parole en fin de compte à Mathieu Yodis du CEREMA pour faire aussi un petit rappel sur la réglementation, parce que quand même, ces questions d'éclairage sont particulièrement bien encadrées, et on s'aperçoit dans nos échanges avec les territoires que des fois, tout le monde n'a pas connaissance de la réglementation qui pourtant date du 27 décembre 2018. Merci. Merci Marie-Caroline. Donc voilà, moi effectivement, je vais vous faire, alors je vais pas prendre trop de temps parce que l'idée, ce qui sera le plus intéressant, c'est d'aller voir les exemples qui sont ensuite présentés par la métropole Nice Côte d'Azur. Mais l'idée, c'est de voilà, brosser un portrait assez rapide de ces éléments réglementaires donc, qui sont sortis fin 2018. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ces éléments-là du tout et qui entrent en compte de façon aussi précise. Donc c'est ce qui a mis une espèce de coup de pied dans la fourmilière sur ce sujet de la pollution lumineuse, sur la façon de l'encadrer en fait.
Mais alors, avant de rentrer vraiment dans le détail de la réglementation, juste un petit point, parce on peut avoir souvent la question sur l'obligation d'éclairer du maire, en fait, en ce qui concerne l'éclairage public. Alors, l'éclairage public, c'est pas une obligation réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une obligation d'éclairer sur le territoire. C'est une décision qui est prise, en fait. C'est-à-dire que le maire, dans son pouvoir de police et de sécurité, a plusieurs outils voilà, qui vont lui permettre d'assurer la sécurité, dont l'éclairage public, qui est une façon de du coup mieux voir la nuit lorsqu'on n'a pas assez d'éclairage naturel pour voir ce qui se passe. Donc, il faut avoir en tête que c'est vraiment une décision qui est prise, qui peut s'appuyer sur des éléments, hein, aussi, par exemple, de problèmes de trafic ou ce genre de choses, d'accidentologie, voilà. Et par contre, ce qui se passe, c'est que quand la décision est prise d'éclairer, quand on va installer une installation d'éclairage public, là, par contre, l'obligation au niveau de la commune, ça va être de garantir son bon fonctionnement. C'est pour ça que, par exemple, si jamais il y avait un accident et qu'il y avait une installation d'éclairage public, mais c'est pas éclairé à ce moment-là, s'il n'y a pas eu une véritable réflexion et une officialisation du fait qu'on a éteint, là, par contre, ça peut se retourner contre le maire parce que ça peut être pris comme une façon de ne pas avoir suffisamment tenu compte voilà, de l'état du parc d'éclairage public. Voilà. Donc, pas d'obligation réglementaire. Par contre, une fois que c'est installé, il faut bien maintenir cette installation-là. Et du coup, si on fait une extinction, il faut l'officialiser et puis il faut faire un minimum de sensibilisation autour pour expliquer pourquoi on l'a fait et puis surtout indiquer que ça a été le cas. Par exemple, mettre des panneaux en entrée d'agglomération pour l'indiquer, ou alors faire des bulletins dans le journal municipal, faire des affichettes, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'était un petit point avant de passer à la réglementation, donc de ce fameux arrêté du 27 décembre 2018, qui est alors des fois un petit peu compliqué. Donc l'idée là, c'est de vulgariser, on va dire, ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a pas mal de choses, mais c'est de donner les gros enjeux. Ce qu'il faut comprendre dans cet arrêté, c'est qu'en fait, il y a deux types de prescriptions. Des prescriptions temporelles qui vont porter sur le fait d'éteindre et d'allumer à certains horaires, et des prescriptions techniques qui vont porter sur, au niveau de l'installation d'éclairage public, des paramètres que je vais détailler ensuite. Un élément à prendre en compte aussi, c'est que cet arrêté concerne l'éclairage public et l'éclairage privé. Il ne faut pas avoir en tête que c'est que l'éclairage public qui est concerné. En fait, c'est toute une différenciation de plein de catégories d'installations d'éclairage différentes qui concernent aussi le privé potentiellement. Donc les catégories que vous avez, en fait, c'est celles qui sont à droite. Donc il y a 7 catégories en fait, hein. Alors les principales, c'est celles qui sont en premier. D'une part, il y a la sécurité et le confort des usagers. Donc ça, c'est notamment l'éclairage public en fait partie. Il y a une catégorie sur la mise en lumière du patrimoine et puis des parcs et jardins. Il y a une troisième catégorie sur tout ce qui va considérer les équipements sportifs, l'éclairage des équipements sportifs. Quatrième catégorie, c'est les bâtiments non résidentiels. Donc, par exemple, ce qui va considérer les façades l'éclairage des façades de ces bâtiments ou la lumière qui va provenir de l'intérieur de ces bâtiments vers l'extérieur. Cinquième catégorie qui est importante, c'est tout ce qui est parking, non couvert et semi-couvert. Et puis après, il y a deux catégories plus annexes qui sont présentes, mais enfin, où il n'y a pas beaucoup de prescriptions qui les concernent. C'est l'éclairage événementiel et temporaire, extérieur temporaire, et puis l'éclairage de chantier. Et donc, le principe de cet arrêté, en fait, c'est pour tout type de prescription temporelle et technique, d'aller différencier en fonction de la catégorie de l'installation d'éclairage public les seuils qu'on va indiquer, voilà, de façon à faire une différence entre ces catégories-là. Un point qui concerne particulièrement donc, notamment les PNR, les parcs naturels régionaux, c'est le fait que ces prescriptions peuvent être plus strictes pour certains types d'espaces à enjeu. Donc maintenant, si on rentre dans le détail de ces prescriptions, il y a d'une part, au niveau des prescriptions temporelles, le fait de, par exemple, ne pas devoir allumer l'éclairage avant le coucher du soleil, et puis d'autre part, des horaires qui vont être donnés. Donc, je ne vous mets pas le détail là, hein, il y a le tableau dans la diapo, et puis surtout, vous aurez à la fin de cette présentation un lien vers un site en ligne dans lequel vous retrouverez tous les diapos et les explications de ce que je suis en train de donner là. Si vous voulez rentrer dans le détail en fonction des catégories, quelles sont les heures d'extinction et d'allumage qui sont données. Mais voilà, l'idée, c'est que vous avez des horaires où on dit à partir d'une certaine heure, il faut couper l'éclairage et à partir d'une certaine heure, on peut le rallumer. Sachant que le préfet a un pouvoir d'adaptation locale, il peut donc donner des horaires plus restrictifs.
en se basant sur des études, des diagnostics. Enfin, il faut argumenter par rapport à la sensibilité qu'on peut avoir sur les espèces faunistiques et floristiques locales. Ça, c'est pour les prescriptions temporelles. Et après, il y a 4 types de prescriptions techniques. Ces types de prescriptions techniques s'appuient sur différentes thématiques. Alors, la première thématique, c'est la façon dont la lumière est émise dans l'environnement, en fait, la répartition de la lumière. Il y a 2 premiers indicateurs qui sont l'ULR et le code QCIE3. Alors, l'ULR, le premier indicateur, là, c'est l'idée d'aller réfléchir à la quantité de lumière qui va être émise au-dessus de l'horizontale, en direction du ciel. En fait, on se dit que ce qu'on essaie d'éclairer, c'est plutôt c'est au bas, en bas en général, et on va essayer du coup de limiter cet impact négatif de pollution lumineuse de lumière qui serait envoyée au-dessus de l'horizontale. Donc on utilise l'ULR, qui est un indicateur qui vient calculer juste la proportion de lumière entre ce qui est émis au-dessus de l'horizontale et ce qui est émis dans l'ensemble de l'environnement. Voilà. Et on demande, par exemple, pour certaines catégories, d'avoir un ULR inférieur à 1%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'1% de la lumière émise qui soit émise au-dessus de l'horizontale. Le deuxième indicateur qui s'intéresse toujours à la répartition de la lumière, c'est le code flux CIE numéro 3, c'est un nom un peu barbare, mais l'idée c'est tout simplement d'aller essayer d'éclairer plutôt vers le bas. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on regarde la quantité de lumière qui est émise en dessous de l'hémisphère, dans l'hémisphère inférieur, pardon, et on regarde dans un certain angle, dans un cône, et on veut qu'on ait la majorité de la lumière qui soit émise dans ce cône-là, par rapport à la quantité de lumière émise dans l'hémisphère inférieur. Donc, du coup, ça, c'est le code flux. Et par exemple, on demande dans l'arrêté qu'il y ait 95% de la lumière qui soit dans ce cône-là par rapport à la lumière qui est mise en dessous de l'horizontale. Donc, l'idée, c'est de rabattre la lumière vers le sol. Un troisième indicateur, c'est la température de couleur. Donc, ça, c'est l'idée, c'est une autre notion. C'est l'idée d'aller regarder, en fait, la couleur de la lumière. En fait, il y a un espèce de consensus qui s'est fait dans la bibliographie en l'état actuel, là, des connaissances sur l'impact de la lumière sur la biodiversité, qui est que certaines couleurs donc, sont plus ou moins impactantes. Et quand on décompose la lumière blanche, notamment, on retrouve, hein, c'est le principe de l'arc-en-ciel, on retrouve différentes couleurs qui composent cette lumière blanche. Et donc, on peut jouer sur la proportion de couleurs qui sont présentes dans ce rayonnement lumineux blanc. Et le consensus de la bibliographie, c'est que les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire les couleurs qui sont dans le bleu, dans le violet, seraient plus importantes au global sur la biodiversité. Alors, il y a des espèces qui sont impactées par le bleu, hein, mais au global, on considère qu'il vaut mieux avoir un rayonnement blanc qui ne présente pas de rayonnement en lumière bleue, et donc plutôt des lumières dans le jaune, le orange, le rouge. On se sert de la température de couleur pour regarder cette info-là, parce qu'il se trouve que la température de couleur, elle est corrélée à ça. C'est-à-dire que si on a une température de couleur à valeur faible, c'est un indicateur qui se calcule à partir du rayonnement spectral de la lumière, quand on le décompose en fonction de sa couleur. Si on a une température de couleur dans les valeurs faibles, on a peu de lumière bleue dans ce rayonnement-là. Et plus la température de couleur est faible, moins on a de rayonnement bleu. Donc, ce que fait l'arrêté, c'est qu'il donne un seuil. Et il ne faudrait pas qu'on ait une température de couleur plus haute que 3000 Kelvin. C'est le seuil qui a été choisi, de façon à préconiser des rayonnements qui sont faibles en lumière bleue. Voilà. Et le dernier indicateur, là, c'est une troisième notion, c'est la quantité de lumière. On ne s'intéresse plus tellement à la répartition de la lumière, mais vraiment la quantité de flux. C'est de se dire qu'on va mettre des chapeaux, des seuils maximaux par rapport à telle superficie donc on cherche à éclairer en mètres carrés, on va mettre une valeur de quantité de lumière qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire qu'on associe une notation en quantité de lumière pour telle ou telle surface. Et donc, si on a 2 fois plus de surface en superficie, ben, on aurait 2 fois plus de lumière autorisée. Voilà. Donc, on donne des ratios quantité de lumière par rapport à surface éclairée, et donc ces seuils-là qui sont à respecter. Sachant que il y a juste une petite dérogation qui concerne l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a une réglementation aussi sur donc là, voilà, c'est cette accessibilité pour les établissements recevant du public, où il est demandé une certaine quantité de lumière minimale qui, elle, ne se mesure pas en densité surfacique de flux lumineux, comme je viens de le dire, mais qui se mesure en éclairement. Et donc, du coup, ça peut rentrer en contraire. Donc, dans ce cas-là, on utilise plutôt la notion d'éclairement. Et comme l'accessibilité, les règles d'accessibilité demandent 20 lux minimum, ben, la réglementation pollution lumineuse dit qu'il ne faut pas dépasser 20 lux. Donc, on se retrouve à avoir 20 lux moyens à ne pas déplacer, à garantir en même temps. Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, vous retrouvez, alors si vous le souhaitez, voilà, ces seuils en fonction des catégories d'installation d'éclairage, des seuils qui sont donnés pour les différentes indicateurs que je viens de présenter. Voilà. Sachant qu'un dernier point, c'est qu'on rajoute aussi une notion, en plus de ces 4 indicateurs-là, qui est la notion de lumière intrusive, donc le fait d'avoir la lumière de l'extérieur qui vient à l'intérieur chez les gens, en fait, hein. Le texte réglementaire demande à ce qu'il y ait une interdiction d'émission de lumière intrusive excessive dans les logements. Alors, excessif, c'est pas un seuil chiffré, donc c'est ça, on va dire, une espèce d'angle mort du texte. Il n'y a pas de valeur chiffrée. Par contre, il y a quand même une notion du coup qui vient rentrer dans la loi, et qui est qu'on pourrait saisir, dans certains cas, ce problème de lumière intrusive excessif. Et après, à la limite, c'est une question de jurisprudence pour décider si effectivement c'était excessif ou pas. Mais c'est une notion qui est présente dans le texte. Voilà. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est le fait que pour certaines zones à enjeu de biodiversité, par exemple les réserves naturelles, les PNR, ou les sites qui sont proches donc, de zones à sites astronomiques, il va y avoir des prescriptions plus strictes dans le texte. Donc, par exemple, l'IELR dont je parlais, on le demande à 0 pour les réserves, pour les sites astronomiques, par exemple. C'est-à-dire de se dire qu'on ne veut pas de lumière émise par luminaire au-dessus de l'horizontale. Là, on veut 0%. Ou alors des seuils de température de couleur plus contraignants. On va demander pas 3000 Kelvin, mais 2700 Kelvin ou 2400 Kelvin, ce qui fait qu'on a un rayonnement en lumière bleue qui sera encore moins présent dans le rayonnement spectral de notre source. Donc, c'est des prescriptions plus strictes. Un pouvoir qui est donné aussi pour le préfet dans certaines zones, voilà, de pouvoir lui-même décider de précisions plus strictes. Et puis, l'interdiction de canons à lumière et de rayons laser, donc avec une certaine quantité de lumière qui va être très importante dans des zones d'enjeu de biodiversité qui sont détaillées. Il y a un dernier point aussi qui, lui, pour le coup, concerne tout. Enfin, c'est pas une question de zone à enjeu de biodiversité très présent. C'est juste que c'est une question de la surface en eau. Toutes les surfaces en eau, on est censé ne pas éclairer en direct ces surfaces en eau-là, donc ce qui est quand même très contraignant et quelque chose qui met un peu de temps à infuser parce que ça change les pratiques. Mais l'idée, c'est d'aller masquer ou orienter la lumière de façon à pas éclairer en direct les surfaces en eau, sauf pour motif de sécurité, bien sûr. Très rapidement, les contrôles. Alors, du coup, il y a un article sur les contrôles. Alors, en gros, l'idée, c'est juste d'expliquer qu'on peut. Enfin, en gros, il y a un contrôle des installations d'éclairage public et privé qui sont faites alors, par le maire, en fait, hein, pour toutes les installations d'éclairage privé. Et puis par l'État, c'est-à-dire le préfet, pour les installations des communes. Bah, c'est une façon de contrôler. Là, le texte prévoit qu'on puisse contrôler ça sous la façon de demande de données techniques, c'est-à-dire qu'on est censé tenir à jour les données techniques des installations qu'on possède, et puis sous la façon de contrôle visuel. Après, c'est quelque chose qui pour l'instant est un peu un angle mort parce qu'en pratique, il n'y a pas vraiment de contrôle, notamment parce que c'est difficile en fait déjà, il y a le problème des contrôles de nuit, et puis surtout, il y a une problématique autour de qui fait les contrôles, qui est en train de se mettre en place, qui met beaucoup de temps à se mettre en place, mais c'est un sujet voilà, en cours de réflexion, sachant que notamment depuis novembre 2023, donc récemment, là, voilà, il y a quand même un texte qui est sorti de façon à ce qu'on puisse avoir jusqu'à des contraventions de 5e classe, donc qui peuvent monter jusqu'à 1500 euros quand même par installation non conforme. Donc c'est un point qui en fait a mis beaucoup de temps à émerger, mais qui est en cours de développement. Voilà, donc pour finir, ce qu'il faut retenir en termes de calendrier, par contre, c'est que voilà, depuis le 1er janvier 2020, toutes les nouvelles installations, donc, ou toutes les rénovations, on va dire, à large échelle, sont censées donner des installations qui respectent l'arrêté ministériel. Et par contre, pour les installations qui existaient déjà avant, là, il y a que certaines prescriptions de l'arrêté qui deviennent rétroactives, mais il y a pas, enfin, il y en a quand même. C'est-à-dire que par exemple, si on peut régler l'ULR en orientant le luminaire, ça, la prescription sur le réglage de l'ULR, elle devient rétroactive. Il y a des horaires d'extinction aussi. S'il n'y a pas besoin de création de réseau d'alimentation, les horaires d'extinction deviennent rétroactifs sur certaines catégories. Donc voilà, il y a certains points, et notamment l'interdiction d'éclairage des surfaces en eau qui est rétroactive. Donc c'est quand même assez impactant, même pour les installations déjà existantes. Voilà.
Et un dernier point qui est précisé dans le calendrier, c'est qu'au 1er janvier 2025, toutes les installations de luminaires donc, où l'ULR est supérieur à 50%, par exemple les luminaires type boule qu'on retrouve souvent là, ça devient rétroactif, c'est obligatoire, il faut qu'il soit remplacé. Donc vous pouvez aller en ligne sur, il y a le lien, sur un dossier en ligne fait par le CEREMA, où il y a ce que je viens de vous détailler, notamment les tableaux, ce qui permet de rentrer dans le détail en fonction des types d'installations d'éclairage public, d'éclairage, pardon, justement, pas que public, d'aller récupérer ces infos-là sur ce qui devient obligatoire en termes de modification. Et il y a aussi une carte qui permet de voir si vous êtes situé sur votre territoire dans des zones d'enjeu de biodiversité, ce qui permet ensuite d'aller savoir si les prescriptions techniques plus strictes s'appliquent ou pas dans ce zonage. Merci Mathieu. Alors, je fais juste une interruption là avant de passer la parole à Stéphanie pour la présentation des kits. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure de poser vos questions dans le chat, mais on voit bien les habitudes, donc du coup, vous l'avez déjà fait. On posera les questions à la fin sur l'ensemble, enfin sur la partie générale du webinaire, mais sur la partie technique, là, Nicolas, on a déjà relevé plusieurs, Nicolas Guignard à côté de moi. Donc, je lui passe la parole qui te concerne toi, Mathieu, donc du coup, tu vas reprendre le micro. Ah, d'accord. Oui, bonjour. Allô? Bon, ton micro. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Il y a une question de précision qui a été posée par Charles, notamment, de savoir par rapport à l'arrêté que tu évoques, 1 heure après la fin de l'activité dans une zone résidentielle. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner des précisions? Attends, j'ai pas bien compris. Une heure après la fin d'activité dans une zone résidentielle? C'est ça la Oui, question? Par rapport au oui. fait d'éteindre ou pas? Alors, par rapport aux extinctions, au niveau du texte de l'arrêté, ce qui concerne la catégorie de sécurité et confort, je pense que c'est ça la question, c'est par rapport à l'éclairage qui va servir à éclairer les cheminements. Il faut voir qu'en fait, ce qui est précisé dans le texte, c'est que il faut que ça soit pour une zone d'activité. En fait, il y a une notion de zone d'activité économique, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une zone pour laquelle déjà, enfin, comment dire, désolé, je trouve pas mes mots. C'est une zone, l'extinction de cette catégorie-là ne porte que sur les zones liées à des activités économiques. Donc, à partir du moment où on est sur du résidentiel, par exemple, c'est pas le cas. Donc là, il y a pas d'obligation à éteindre les éclairages de cheminement des zones résidentielles. Par contre, il y a une obligation d'éteindre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la mise en lumière. Ça, c'est autre chose. La mise en lumière par des parcs et jardins, là, il y a une obligation à éteindre à 1 heure du matin lorsque le parc est clos. Si on a une zone close pour les parcs et jardins, à 1 heure du matin, il faut éteindre. Mais l'éclairage des cheminements dans le résidentiel n'a pas d'heure d'extinction obligatoire, parce que c'est pas justement lié à une activité économique. Merci. Il y avait une deuxième question qui est plutôt une remarque qui a été faite par Lionel par rapport à l'éclairage. Est-ce que l'horizontal n'est pas déjà trop? Il ne faudrait pas resserrer un petit peu le cône de diffusion de la lumière? Alors, bah, c'est pour ça qu'il y a deux notions en fait. Il y a la notion de l'horizon, de par rapport à donc ce qui est émis au-dessus de l'horizontale, c'est l'ULR, c'est-à-dire l'idée d'aller regarder ce qui est mis au-dessus de l'horizontale. Et ça, c'est l'idée de ne pas éclairer le ciel. Et après, la deuxième notion, c'est une fois qu'on s'intéresse à ce qui est mis en dessous, c'est là qu'on prend un cône justement pour aller mettre le maximum de lumière possible dans ce cône-là. C'est le code, donc c'est le code FUSE numéro 3. On met le maximum de lumière possible, 95% dans ce cône-là par rapport à la lumière qui est émise dans l'hémisphère inférieur. Ouais, voilà. Donc c'est bien cette notion d'aller dans ce cône-là justement pour privilégier la lumière émise plus bas que en dessous de l'horizontale justement. Merci. Et une dernière petite question. On a parlé donc de l'émission liée au luminaire. Est-ce que les revêtements qui vont faire l'objet d'un éclairage, est-ce que leur couleur est prise en compte
Alors non, c'est-à-dire on s'intéresse que à l'éclairage qui provient des installations par rapport. Donc effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire, tout à fait, hein. Il y a des revêtements. Quand un revêtement est clair, il réfléchit davantage la lumière. Et il y a notamment une norme qui est une norme de test, mais sur laquelle s'appuie pas la réglementation, qui tient compte plus au global, les installations d'éclairage public, enfin les installations d'éclairage, le revêtement, et donc qui regarde la quantité de lumière réémise par l'ensemble vers le ciel. C'est une notion intéressante parce qu'effectivement, avec un revêtement sombre, du coup, on vient atténuer la portion de lumière qui est envoyée vers le sol et réémise vers le ciel. Mais ce n'est pas le cas de la réglementation qui ne s'intéresse qu'à la lumière qui provient des points lumineux, sans regarder ce qui se passe au niveau des revêtements. Merci. Alors, il y a Lionel Et qui je dit. précise, oui, voilà, j'ai vu dans le chat que la question, en fait, c'était sur la façon dont était calculé le CON. Oui. Donc, l'idée du code flux CIE numéro 3, par rapport à cette définition du CON, c'est d'aller regarder la direction du luminaire, l'axe du luminaire. Ça définit la direction principale et c'est là qu'on calcule, du coup, par rapport à l'hémisphère inférieur basé sur cet axe du luminaire et le cône de 151 degrés basé sur l'axe de ce luminaire-là par rapport à cette nouvelle horizontalité, on va dire. Si le luminaire est horizontal, c'est l'horizontal, mais si le luminaire est penché, on va venir pencher tous ces calculs. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et on reprend le cours. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Voilà, on les posera à la fin du webinaire. Donc, je passe maintenant la parole à Stéphanie, je crois. J'ai oublié Oui, ton nom de famille, je suis désolée. Donc, je te laisse te présenter. ça marche. Bonjour à toutes et à tous, Stéphanie Singh, moi je suis chargée de mission forêt et transition énergétique au Parc naturel régional de la Sainte-Baume et je vais vous présenter l'ensemble des outils que nous avons réalisés au sein du réseau des parcs naturels régionaux avec la région sur cette thématique de la pollution lumineuse. Donc, tu peux passer la diapo suivante. Donc, premier outil, c'est un kit de sensibilisation qui a été élaboré pour différents types de publics. Il est destiné aux chargés de mission, techniciens énergie, aménagement biodiversité des collectivités, mais il est également destiné aux élus, aux entreprises et commerces et également au grand public. L'objectif de ce kit, qui est en fait un diaporama modulable, qui comprend 80 diapositives, c'est que chacun des publics peut s'en saisir et peut aller piocher les informations qu'il trouve nécessaires pour constituer son propre diaporama. Donc, c'est un kit qui vise à partager une base de connaissances communes afin de répondre le plus en amont possible aux questions des décisionnaires. Donc, Marie-Caroline vous a présenté en introduction quelques notions. Ces notions, vous pouvez les retrouver dans le kit. Et l'objectif final, c'est de pouvoir lever les freins à la réduction de la pollution lumineuse, comprendre les enjeux et accompagner chaque type de public à une évolution des pratiques pour avoir le moins d'impact possible sur la biodiversité et l'environnement et également nous, humains. Le contenu du kit, donc plusieurs parties, il y a des répétitions notamment, mais il y a plusieurs parties avec pourquoi et comment utiliser ce kit de sensibilisation, des notions assez généralistes sur la pollution lumineuse, des incontournables donc qui peuvent constituer en elles-mêmes un kit prêt à l'emploi pour les élus, pour les techniciens, pour les entreprises et les commerces et le grand public. Et enfin, on reprend bien évidemment les notions de réglementation qui ont été présentées par Mathieu. En termes de réglementation, on a également ciblé l'ensemble des impacts de la pollution lumineuse, à la fois sur le ciel étoilé, sur la santé humaine, sur la faune et sur la flore. On a également pris un prisme de coût énergétique, puisque on a bien vu que grâce à la flambée, avec la flambée des coûts de l'électricité, certaines communes ont franchi le pas de l'extinction, totale ou partielle, la nuit. On a également présenté dans ce kit la mallette pédagogique pollution lumineuse que je vous présenterai tout de suite après. Ce kit contient également des ressources documentaires avec des liens qui permettent d'aller approfondir les différents sujets. Et aussi, on propose différentes techniques d'animation pour sensibiliser davantage certains types de publics. Alors, voici un exemple de diapositive sur comment faire pour réduire cette pollution. Donc, voilà, on évoque différentes possibilités, réfléchir quand, quoi éclairer, réduire le point lumineux. On essaye vraiment de donner des informations techniques pour pouvoir pousser les différents publics à changer leurs pratiques.
Tu peux passer. Focus sur la sensibilisation des habitants. Alors, on sait que le public des habitants est un public assez particulier. Donc, on a essayé justement d'aller beaucoup plus loin pour ce type de public en détaillant. On t'entend plus, Stéphanie. Allô? Est-ce que oui, moi je vous entends. Ça y est. Oui, ça y est. Ah, pardon. Ou je reviens sur la slide précédente? Non, c'est pas la peine. C'était un exemple de diapo. D'accord. Pour la sensibilisation des habitants aussi, des diapositives qui seraient beaucoup plus imagées, on va dire, avec des propositions aussi pour les communes de support pédagogique. Donc là, on s'est inspiré de ce qui se faisait dans les autres régions, dans les autres parcs, pour essayer d'amener les communes à développer plusieurs outils de communication. Tu peux passer, s'il te plaît. Et le dernier né qui va pas tarder à sortir, c'est l'élaboration d'un guide de recommandation de l'éclairage qui est destiné à toutes les personnes qui gèrent un parc d'éclairage, qu'il soit public ou privé. Et c'est un gros travail qui a été mené en concertation avec bien évidemment le réseau des parcs, mais également les syndicats d'énergie des 6 départements et une contribution également du CEREMA pour vérifier que toutes les données que l'on avait inscrites au sein de ce guide de recommandation étaient encore valides et que l'on n'avait pas dit de bêtises. Donc ce guide va contenir des définitions, un rappel également sur pourquoi on éclaire, éclairer juste, pour qui, comment, pourquoi. On a rappelé également le focus pollution lumineuse et biodiversité avec les différents impacts. Également le volet réglementaire et on a listé toute recommandation des parcs pour faire mieux en termes d'éclairage public et d'éclairage privé. À la fin du guide, nous avons également une bibliographie qui permet également d'approfondir les différents sujets. Alors voilà, plusieurs au niveau des recommandations que ce guide contient. Donc on a plusieurs niveaux de recommandations et des focus sur des sujets spécifiques avec des outils qui peuvent être développés par les élus, donc les schémas directeurs d'éclairage, les mises en lumière patrimoniales, les lumières bleues. Donc on a toute une partie qui porte sur des recommandations en termes de température de couleur, de distribution des flux lumineux, d'optimisation de la surface éclairée, de gestion temporelle de l'éclairage. On parle également aussi des hauteurs du dispositif d'éclairage, puisque plus un mât est haut, plus la lumière est diffusée. Donc, jouer sur la hauteur des dispositifs d'éclairage permet également de recentraliser la lumière sur un point précis. Et puis, on a également formulé des recommandations en fonction des espaces et des usages. Et pour chaque item, on a essayé de scinder en 3 catégories. Que dit la réglementation? Les recommandations de l'Association nationale de la protection du ciel et de l'environnement nocturne et les recommandations des parcs pour voilà, montrer aux élus que sur certains secteurs, sur certaines zones, sur certains périmètres, notamment sur les parcs, on souhaitait aller plus en avant que la réglementation et faire mieux. Ensuite, deuxième outil que le réseau des parcs a développé, c'est une mallette pédagogique pollution lumineuse qui a été conçue pour permettre de mieux comprendre et transmettre les enjeux liés à la pollution lumineuse et à la préservation du ciel et de l'environnement nocturne. Donc c'est un kit, chacun des 9 parcs dispose de cette mallette qui contient plusieurs outils qui visent justement à observer le ciel et la biodiversité nocturne et à mesurer aussi la pollution lumineuse. Donc, on a un Sky Quality Meters, des jumelles, des luxmètres, des cartes du ciel et de comptage des étoiles, des lampes frontales, des disques de comptage voilà, des étoiles. Ça permet à la fois de sensibiliser le public et d'aller éventuellement accompagner des communes pour mieux, pour les pousser à justement revoir leur type d'éclairage. Donc, c'est une mallette qui contient, voilà, oui, tu peux passer. Super, merci. Qui contient donc des appareils, mais également un guide pratique euh, qui
présente quelques définitions, quelques notions aussi, toujours les enjeux et surtout comment utiliser les appareils qui font partie du kit. En plus de tous ces outils, les parcs naturels régionaux participent aux événements qui sont enfin souvent nationaux. Donc le jour de la nuit, qui est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et au ciel étoilé. On participe également aux Nuits de la Chouette pour faire connaître en particulier chouette et hibou et la faune nocturne ordinaire, et à la Nuit internationale de la chauve-souris pour faire découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces et actions de protection des chiroptères. Donc ces événements sont plutôt orientés grand public et ça permet justement de mieux sensibiliser et de faire comprendre les impacts de cette pollution lumineuse sur ce type de faune. Enfin, les parcs sont également engagés auprès de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne sur le label que l'on appelle Ville et Villages étoilés. Les parcs accompagnés communes qui seraient volontaires à candidater. Donc, ce label se définit à travers un questionnaire qui est assez technique quand même. Et donc, les communes répondent à ce questionnaire. Ensuite, un comité d'évaluation Ville et Villages étoilés se réunit, a une grille de notation par rapport aux réponses du questionnaire et puis délivre 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Il peut aussi ne délivrer aucune étoile aux communes qui ont concouru pour justement valoriser et récompenser l'engagement des communes, mais aussi des territoires en termes de préservation de l'environnement et du ciel nocturne. Et en termes de réserve internationale de ciel étoilé, je vais laisser la parole à ma collègue Audrey Matt du parc des Baronnies provençales, qui est beaucoup plus calée sur cette thématique que moi. Bonjour, donc Audrey Matt, je suis chargée de mission, innovation, transition énergétique au parc des Baronnies provençales. Et pour le coup, je vais vous présenter ce label sur lequel nous aussi on candidate. En fait, on aimerait obtenir ce label qui s'appelle Réserve internationale de ciel étoilé. Donc, une réserve internationale des ciels étoilés, c'est un label en fait qui est décerné par une association qui s'appelle Dark Sky, qui est basée en Amérique, qui est une association mondiale. Et en fait, c'est un label qui met en avant les territoires qui bénéficient d'un ciel de très bonne qualité et qui en plus ont des actions pour justement animer cette thématique et puis faire en sorte que la qualité du ciel nocturne soit gardée. Donc en 2019, le Dark Sky Association a délivré le label oui, c'est ça. Au territoire Alpes-Azur-Mercantour, donc qui est un territoire qui rassemble le parc national, une partie du parc national du Mercantour et le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Donc voilà, c'est un périmètre qui, alors c'est la petite carte du milieu hein, avec les couleurs. Donc plus on est dans le noir, dans le sombre, et plus la qualité du ciel est bonne. Et vous avez des zones qui sont entourées en rouge. En fait, ce sont des zones cœur. Donc sur ce périmètre, vous avez 3 zones cœur, 3 zones sombres à protéger. Et autour, ce qu'on appelle une zone tampon qui permet justement de garder la zone la plus noire possible dans ces zones tampons. Donc, vous avez le parc des Préalpes d'Azur, mais vous avez 4 autres réserves internationales qui existent en France aujourd'hui. Et pour le coup, on en a 22 maintenant qui existent à travers le monde. Comme je vous ai dit, Dark Sky Association, c'est une association mondiale. Donc, pour le coup, on a des réserves un petit peu partout. Le fait d'être labellisé réserve internationale de ciel étoilé implique, une fois l'obtention du label, d'avoir un suivi de la qualité du ciel. Comme je vous disais, l'objectif, c'est aussi de pouvoir garder la qualité, la noirceur du ciel. Et il y a tout un panel d'actions pour y arriver, dont notamment l'accompagnement des collectivités, mais ça pourrait être aussi les privés, hein, sur la rénovation de leur parc d'éclairage. Pour faire en sorte voilà, de mieux éclairer. On n'est pas sur de l'extinction totale, hein, mais vraiment sur mieux éclairer. Des actions de sensibilisation du grand public,
Donc là, dans la RIS Alpazur Mercantour, ils organisent entre 10 et 15 animations par an. Et ils travaillent aussi beaucoup avec les scolaires pour aussi sensibiliser les enfants. C'est un très bon vecteur de communication, les enfants. Et puis, des formations à destination des socioprofessionnels, justement pour qu'ils puissent aussi s'appuyer sur la RIS pour développer leurs activités autour de l'astrotourisme. Voilà. Donc voilà, j'ai pas présenté plus le territoire parce que c'est pas forcément mon territoire, que je suis pas forcément à l'aise. Mais donc vous avez 75 communes, donc c'est un regroupement du parc national, du parc naturel régional. Vous avez la communauté de communes Alpes-Azur qui est partenaire et le département des Alpes-Maritimes qui a aussi beaucoup porté le projet. Donc ça fait une surface de 2300 km², 55 000 habitants. Et donc les 3 zones cœur dont je vous avais parlé, et puis le recensement, parce que Dark Sky Association demande un recensement des points lumineux publics sur les territoires. Donc eux, ils ont 21 530 points lumineux. C'est bon, on peut passer. Merci beaucoup, Audrey, pour toutes ces présentations très intéressantes. Et je pense que du coup, on passe à la prochaine partie avec Thomas Malatrasi. Et là, du coup, Thomas, je vais te laisser la main Ok, pour que merci. tu puisses présenter le reste. Donc, j'arrête le partage. Alors, pour vous rassurer, en attendant sur le passage demain, là, la présentation du webinaire sera aussi disponible dans l'EnviroBoîte et je vous l'enverrai en même temps que le lien de YouTube et que la sélection de ressources sur la pollution lumineuse qui comprendra beaucoup des ressources dont on a parlé dans ce webinaire. Vas-y, je te laisse la main. Je coupe mon micro. Ok, vous voyez l'écran, c'est bon? Oui. Super. Donc Thomas Malatrasi, au service biodiversité de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je suis aussi animateur d'un site Natura 2000 qui s'appelle les Vallons Obscurs. Et voilà, depuis plusieurs années, à la métropole, on a une démarche de lutte contre la pollution lumineuse pour préserver la nuit. Alors ça a commencé d'abord en 2015 avec un état des lieux des corridors écologiques nocturnes favorables aux chauves-souris par rapport aux gîtes à chiroptères. Donc, ça a été fait avec le groupe des chiroptères de Provence en 2015. Et ensuite, on s'est rapproché du service éclairage public parce que sur la métropole Nice-Côte d'Azur, nous avons un service éclairage public, on a la compétence éclairage public. Et c'est vrai qu'avec ce service, on a un vrai travail en transversalité, on travaille vraiment main dans la main. Et c'est par l'entrée biodiversité qu'on a pu avancer sur la lutte contre la pollution lumineuse, plus que sur l'énergie. Donc, il y a une délibération métropolitaine qui a été prise en novembre 2018, juste avant l'arrêté du 27 décembre qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui permet de vraiment axer notre objectif sur la diminution de l'impact de cette pollution lumineuse sur la biodiversité. Et donc, ça a permis de mettre en place ce qu'on appelle une gestion différenciée de l'éclairage public selon les besoins de la commune et les enjeux écologiques. Donc, c'est par exemple de mettre systématiquement maintenant sur tous les luminaires qui sont installés de l'éclairage à 2200 Kelvin. Donc, c'est ces lumières qui sont un peu jaunes pour plus chaudes, moins de pics bleus, comme l'a expliqué tout à l'heure Mathieu. On a toutes les LED qui sont installées à partir de 23 heures. Il y a une diminution du flux de 50%. Alors, ça ne se voit pas forcément beaucoup, mais c'est une quantité de flux qui permet de réduire notamment les consommations d'énergie. Et puis, tous les points doubles, les mâts avec des doubles points, ils sont passés systématiquement, dès que les communes sont d'accord, en points simples. Voilà. Et après, on met en place aussi des extinctions partielles ou totales en fonction des enjeux écologiques. Et tout ça est en train d'être intégré petit à petit, parce que là, on est en train de revoir notre trame verte et bleue métropolitaine, et on va y intégrer une trame noire. Donc, on travaille avec des écologues justement là-dessus pour intégrer une trame noire dans ce PLU métropolitain. Donc voilà, pour résumer, c'est éclairer juste et ne pas juste éclairer, ça a été expliqué tout à l'heure, on éclaire au bon endroit, au bon moment, avec qualité et sobriété. Donc, on dirige vers le sol, on change de température de couleur vers plus des températures chaudes, on limite l'intensité lumineuse quand on peut, et on va avoir ces périodes quand c'est faisable d'extinction, puisque c'est quand même la meilleure lumière, celle qu'on n'utilise pas quand on peut. Donc on éteint totalement par exemple l'été ou en partiellement 23 h, 5 h du matin.
Sur les secteurs à fort enjeu écologique, donc nous, on a plusieurs sites Natura 2000, on en a 13 sur notre territoire métropolitain, et nous, à la métropole, nous en gérons 7. Donc sur ces territoires-là, on va avoir un travail un peu plus fin, parce qu'on a des animateurs Natura 2000, et du coup, on va pouvoir travailler finement sur les corridors écologiques majeurs. Donc, je vous donne un exemple sur une commune qui fait partie de mon site Natura 2000. Donc là, vous avez Aspromont qui est ici, sur les vallons obscurs. Donc, ce que je vais faire avec le service éclairage public, c'est identifier, déjà avoir un état des lieux de l'éclairage public actuel. Donc, vous voyez là, cette cartographie un peu simplifiée permet de voir quelle température de couleur est utilisée. Donc là, c'est une commune, par exemple, où il y a eu un grand déploiement des LED au tout début, ce qui était très bien hein, d'un point de vue énergétique, mais malheureusement, ce sont des LED en 4000 Kelvin, donc c'est très mauvais pour la biodiversité. On ne peut pas toujours tout revenir en arrière, hein, parce que tout ça aussi a un coût. Donc ce qu'on va faire, c'est identifier les corridors écologiques à travers la trame verte et bleue, le mode d'occupation des sols. Donc moi, je fais une identification des zones potentielles et je vais proposer à la commune des zones où il y a des corridors à recréer. Donc là, c'est les petites chauves-souris, par exemple, rouges, où vraiment il faudrait restituer des corridors écologiques nocturnes. Et puis ensuite, on va proposer des différents scénarios de traitement à la commune. Donc ça, c'est, on va dire, un scénario idéal. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un arbitrage hein, avec la commune et les citoyens. Donc là, sur cette commune, on va faire de la concertation, beaucoup de communication, c'est très important parce que d'éteindre certains endroits, ça peut faire peur. Il y a plein d'idées reçues aussi sur la nuit. Et puis, on va faire des tests. On va mettre ça, on va faire un test pendant un temps et si tout se passe bien, ben, on maintient les extinctions. Donc voilà, toutes les zones qui sont là, ce sont les zones qui ont été traitées en extinction partielle. Également, donc, je vous parlais de la communication et la sensibilisation est très importante. Donc, on a fait des plaquettes de communication. On fait pas mal d'animations grand public depuis maintenant 2-3 ans. On fait des balades nocturnes, par exemple, des événements nocturnes, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, les nuits de la Chouette ou la fête de la nuit, le jour de la nuit. Des conférences, beaucoup de réunions publiques, hein, quand on fait vraiment du sur-mesure. On va vers la commune, on propose des traitements et ensuite on met en place, comme le veut la commune, des concertations adaptées. C'est souvent par des réunions publiques. Et puis, on a un stand pollution lumineuse maintenant qu'on utilise régulièrement. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, sur ce territoire composé de 51 communes, 34 d'entre elles sont entrées dans la démarche. Quelques-unes sont en cours de concertation. Et là, vous avez ici sur la diapositive les pourcentages d'extinction partielle, notamment, qui sont effectués sur certaines de ces communes. Donc voilà, on a des communes même qui éteignent à 100% en cœur de nuit. Et on a 2 communes qui ont commencé à tester sur le site des Vallons Obscurs, justement, les extinctions totales estivales, c'est-à-dire qu'on n'allume pas la lumière en fait, du 1er juin au 15 août sur les secteurs à fort enjeu écologique. Donc voilà, quelques retours en images. Par exemple, ici à Gillette, avant le traitement, donc on avait des points doubles, un éclairage sodium haute pression donc qui éclaire un peu partout, alors par contre d'une bonne température de couleur. Mais voilà, on éclaire beaucoup les falaises. Et quand on traite l'éclairage, vous voyez après, bah, la lumière, elle va aller que où c'est utile. Donc je vous montre un avant, après. Donc on n'a pas abîmé la qualité de la lumière, hein, on l'a juste mieux orientée. Et donc on a diminué beaucoup de points lumineux. Ensuite, voilà le pont Charles-Albert qui éclaire le fleuve Var, hein, qui est un corridor majeur pour les chiroptères et pour les poissons. Donc là, ça éclaire le cours d'eau. On a enlevé beaucoup de luminaires. On a mis là des LED ambrés, c'est-à-dire des LED qui éclairent vraiment de couleurs très, très, très chaudes. Donc là, on les réserve vraiment, ces éclairages-là, à des zones à très fort enjeu écologique. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup diminué l'impact sur le cours d'eau. Voilà un éclairage aussi sur le village de Falicon. Voilà, on a une meilleure lumière. Et puis voilà, pour terminer, je voulais faire un petit zoom sur du suivi écologique qu'on mène sur le site des Vallons Obscurs sur 3 communes avec le bureau d'études Azélia Écologie. Donc depuis 2021, et on va encore le refaire cette année, on fait des suivis avant, après extinction sur les chiroptères, donc les chauves-souris. On a pris les chauves-souris parce que c'est des espèces sentinelles, des espèces de la nuit et qui vont chasser des proies nocturnes. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe pour elles pour comprendre un peu l'environnement nocturne et la vie nocturne. Donc sur la commune de Colomar, on a identifié ces fameux corridors écologiques majeurs, on a fait de la concertation, de la sensibilisation, et puis il a été décidé sur les 836 lampadaires d'en éteindre en partiel 62%.
donc 528 lampadaires. Donc voilà, ça c'est la carte quand on éteint. On éteint quand même beaucoup, hein, ce qui permet de restaurer des corridors écologiques, notamment au fond, tout ce qui est noir, donc c'est les vallons obscurs. Et l'idée étant de rejoindre le fleuve Var, qui est la fameuse autoroute à chauve-souris. Donc voilà, ça fait ça en avant, après 23 heures, hein, sur ce petit gif. Donc, vous voyez qu'on éteint quand même pas mal. On voit beaucoup de pollution lumineuse en fond. Sur le littoral, c'est beaucoup plus dur, hein, de traiter l'éclairage. Mais voilà, en tout cas sur les collines niçoises, là, on a pas mal restauré les corridors. Et donc, on a mesuré un impact sur 2 types de chauves-souris. Il y a le groupe, on va dire, des pipistrelles qui tolèrent la lumière, hein, c'est les chauves-souris que vous voyez chasser autour des lampadaires, qui ont bien compris que ça attirait les insectes. Et puis, il y a les groupes des lucifuges, comme les oreillards, par exemple, qui vraiment détestent la lumière. Un lucifuge, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la lumière. Alors, voilà ce qui se passe. Juste avant 23 heures, quand on a commencé à mettre en place les extinctions, déjà on remarque que les petits Batman jaunes, là, ce sont le groupe donc, qui tolèrent la lumière, ils viennent chasser plus sous les lampadaires. Et puis par contre, les petites bleues, elles vont se réfugier là où il n'y a pas de lumière. Et dès qu'on éteint, après 23 heures, et ça on l'a mesuré avec des capteurs, et bien là, en fait, on libère les proies, on libère les papillons de nuit, notamment les insectes nocturnes, et tout le monde a à manger. Donc il y a un brassage, et les chauves-souris nocturnes, enfin lucifuges, peuvent circuler librement. Les corridors sont restaurés. Donc pour terminer, voilà, ces résultats, ils nous ont fait vraiment plaisir, ils sont très encourageants, ils sont assez exceptionnels. Déjà, ça nous a permis de réactualiser les données qu'on avait sur les chauves-souris. Donc on a pu réinventorier 19 espèces différentes sur ces sites-là. On voit que les corridors écologiques nocturnes, ils sont véritablement restaurés quand on éteint pour les espèces lucifuges. Donc quand on éteint de manière partielle, ce qu'on remarque, c'est que l'activité de chasse, elle va être multipliée par 10 pour des espèces très, très, très lucifuges, comme les rhinolophes, 2 pour les oreillards, 5 pour les murins, par exemple. Donc, c'est assez important. Et là, on a commencé à analyser les extinctions totales estivales, parce que ça ne date que de l'an dernier. Donc, il nous faut un peu plus de statistiques pour prouver ça. On va essayer de le refaire cette année. Où là, par contre, on voit que l'activité des lucifuges, elle est 7 fois plus importante que quand on fait des extinctions partielles. Donc, c'est vraiment intéressant de ne pas allumer l'été où en plus le soleil se couche quand même très tard et nous on éteignait à 23 heures et la commune n'a pas eu de remarques de la population, hein, par rapport à tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut absolument continuer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à toi. C'était c'est passionnant de voir ces chauves-souris sur ton graphique. On va passer maintenant aux questions. Alors, je passe la parole à Nicolas, du coup, qui en avait relevé une. Et sinon, on vous invite après à lever la main si vous avez des questions et on vous passera la parole. Alors, il y avait une question de Lionel qu'on n'a pas prise tout à l'heure. Peut-être Lionel, je t'invite à la poser de vive voix sur l'éclairage privé en milieu rural. Ah oui, oui, voilà. Oui, bonjour, merci. Je me souvenais plus la question. Oui, la question, c'est comment on peut, parce qu'en effet, on constate de plus en plus que certes, on travaille au niveau de l'éclairage public et c'est bien parce qu'on a des moyens d'action, mais il y a une tendance, il y a une mode, et moi je la subis à titre particulier, mais elle est générale un peu partout. C'est à l'éclairement des façades des maisons, enfin des façades et pas que, des allées, etc., dans les logements privés, quoi. Donc, notamment en zone résidentielle, hein, principalement. Donc maintenant, c'est à qui allumera le plus son balcon, etc. Et comment on peut agir sur ça. Qui Je veut peux peut-être répondre? commencer, puis ouais. Alors, il y a déjà, je pense que, et c'était ce qu'on a vu dans la présentation de Thomas, un des points les plus essentiels, c'est tout ce qui est sensibilisation, en fait. C'est vrai que le côté, c'est pas forcément des enjeux qui sont connus du grand public. Et donc, du coup, il y a tout un aspect sensibilisation, connaissance du problème qui peut aider aussi les gens à changer dans leur pratique. Ça, c'est un premier point qui est plus doux, on va dire, dans la démarche. Après, c'est vrai que alors se pose la question de plus en plus là de l'utilisation des documents de cadrage en fait, des documents d'urbanisme et qui sont pas forcément à la base dimensionnés, enfin qui n'ont pas forcément pour vocation de gérer l'éclairage public-privé, mais des fois on peut aussi, par exemple dans les PLU, partir du principe qu'il y a des notions de protection des espèces, en fait, sur certaines zones. Et du coup, pour protéger ces espèces-là, il faut peut-être ne pas éclairer pour leur permettre d'être présentes.
Donc, il y a certaines initiatives maintenant qui commencent à se faire sur l'utilisation de ces documents de cadrage. Alors, à différentes échelles, parce qu'il y a le PLU, c'est vraiment peut-être plus petite échelle, mais il y a aussi les documents de Scott, les documents de. euh, enfin, voilà, des échelles plus importantes pour essayer d'entrer ça. Et donc, là, c'est plutôt, on va dire, d'une façon plus contrainte. C'est-à-dire que on va contraindre la personne parce qu'il y a un document officiel qui empêche de faire des choses. C'est là que la sensibilisation est quand même la première étape essentielle à avoir. Et puis après, il y a la notion de contrôle, mais comme je disais tout à l'heure, le contrôle, pour l'instant, c'est pas encore le contrôle et puis les amendes, en fait. Hein. Enfin, le fait d'avoir des contraventions, c'est pas encore d'actualité parce que la marche ne s'est pas faite sur la façon de concrètement utiliser ces moyens de contravention. Je sais pas si il y a des Les exemples contrôles s'appliqueraient également à l'éclairage privé, c'est ça. privés. Et aussi, oui, Ouais, voilà, c'est ça. On oui, n'est pas oui, que oui, oui, sur tout une à fait. réglementation Oui, publique. parce que justement, voilà, il y a des notions réglementaires enfin, l'arrêté porte sur le public et sur le privé. Donc, pas forcément sur les mêmes choses, mais le privé peut être contraint par la réglementation. Euh, Après, du coup, Thomas, si tu as des. Ah ben, je vois que tu me mettais dans le chat, mais du coup, peut-être voir s'il y a des exemples au niveau de la métropole, peut-être, sur cette question-là. Je ne sais pas. Pour les zones privées, pardon? Oui, sur le fait Oui. de. Ouais. Alors, c'est sûr que nous, on est surtout sur de la sensibilisation hein, par rapport aux zones privées. On voit qu'il d'ailleurs, il faudrait davantage de support parce que c'est pas évident après de relanterner chez soi ou dans un lotissement parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques. Donc ça, c'est des aspects qu'il faut vulgariser. C'est pas simple. Donc c'est ce qu'on commence à faire. Mais voilà, ça passe par la sensibilisation parce que si personne ne se manifeste, eh ben on laisse allumer. Donc c'est comme tu disais, c'est un sujet qui est un peu nouveau. On ne peut pas aller trop vite aussi, c'est pas simple. Donc on commence voilà, par des extinctions partielles, par endroits, on donne l'exemple en tant que collectivité pour qu'après ben, des lotissements puissent faire de même. Mais c'est vrai que j'ai vu souvent dans les réunions publiques que des privés voulaient qu'on vienne les sensibiliser eux parce qu'ils avaient un lotissement trop allumé, en effet. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça fonctionne. Il faut juste bien expliquer. Est-ce qu'il y a des initiatives au niveau des parcs et des zones à proximité des parcs de distribution de fascicules pour sensibiliser? C'est du mailing un tout bête, mais pour le coup qui pourrait être intéressant parce que pour avoir expérimenté la tentative de sensibilisation de la population d'une commune, on avait fait venir notamment le CEREMA pour une intervention sur le ciel nocturne, etc. Ben, une dizaine d'habitants sur 800, sur 700, pardon, qui s'étaient déplacés, c'est trop peu, quoi. Donc, peut-être qu'en leur mettant le papier dans la boîte aux lettres, on arrivera à en toucher un peu plus. Donc, je ne sais pas s'il y a des initiatives au niveau des parcs eux-mêmes dans ce Alors, sens-là. est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. oui, oui. Oui. Oui, ça fait partie, je dirais, de la deuxième étage de la fusée, du travail qu'on mène depuis plusieurs années avec le réseau des parcs. Hein, c'est de travailler sur cette année, en fin de compte, en une communication en direction du privé, puisque dire, on a ce guide de recommandations éclairage public et privé. De pouvoir aussi avoir des choses plus faciles en direction des commerçants, parce que quand même certains méconnaissent clairement les obligations qu'ils ont d'extinction juste de leur vitrine. Hein. Et également, voilà, des sociopos, on pense tout ce qui est zone d'activité, voilà, il y a quand même une méconnaissance sur l'éclairage de certains parkings. Alors après, il y a des spécificités pour certains commerces qui peuvent garder de l'éclairage, et également des particuliers, parce que nous, on s'aperçoit que finalement, il y a aussi beaucoup de choses avec les guirlandes à LED, les éclairages de Noël, où les gens commencent à transformer leur maison en sapin qui clignote 24 heures sur 24. Je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup les voisins à part eux. Voilà, de les sensibiliser, mais il y aurait aussi tout un travail à faire en direction de l'ensemble des enseignes de bricolage qui vendent quand même de la LED bien blanche à 4000, comme si en fin de compte, on avait besoin d'éclairer son jardin comme une salle de chirurgie. Il y a des vrais enjeux aussi là-dessus sur la question du matériel. Voilà.
il y avait eu des éléments très intéressants dans un travail qu'avait fait le CEREMA sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille, hein. Ils avaient recensé l'ensemble des points lumineux du territoire métropolitain. Et puis, ben, ils avaient éteint tous les points publics. Et en fait, on s'apercevait que quand même sur le territoire de la métropole, 40% de la pollution lumineuse était liée en fin de compte à de l'éclairage privé. Donc, il y a des vrais enjeux de mobilisation aussi de l'ensemble de ces acteurs-là. Voilà, dire, je sais qu'au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites en direction de flyers, en direction des commerçants. Nous, on va travailler sur les territoires de parc. C'était aussi l'idée de la mallette, en fait. C'était de se dire, on fait de la balade nocturne, mais aussi pour des techniciens. On les fait sortir à 9 h du soir, quoi. Bon, il faut quand même les mobiliser pour qu'ils soient là à 9 h du soir. Et puis avec quand même, voilà, on va contrôler sous les mâts d'éclairage, en fin de compte, avec les luxmètres. Qu'est-ce qu'on éclaire, comment on éclaire? Et on s'aperçoit que finalement, quand on fait cette vérification, une grande partie du matériel, il respecte pas la loi, quoi. Il y a certains endroits où, en fin de compte, vous pouvez installer votre fauteuil et votre journal, et puis vous êtes comme à la maison, en fait. Donc, c'était aussi l'idée de la mallette, hein, c'était de pouvoir animer, démontrer, en fin de compte. Alors, bon, on est sur le début du chemin, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi à sensibiliser l'ensemble des maîtrises d'ouvrage et des bureaux d'études. C'est pour ça qu'on a fait aussi ce webinaire avec Envirobat BDM, parce que les architectes, quand ils produisent un bâtiment, ils ont envie aussi qu'il soit beau la nuit et qu'il soit bien éclairé. Mais peut-être pas en se posant la question de la manière dont comment on l'éclaire, en fin de compte, et des impacts que cet éclairage-là de mise en valeur plus patrimoniale peut avoir, en fin de compte, voilà, sur la biodiversité, mais aussi juste sur la santé humaine, parce que il y a ces questions aussi de lumière intrusive. Donc voilà, on est au début et on se dit que voilà, il y a plein de gens à mobiliser sur ces sujets-là. Merci, merci Marie-Caroline pour cette réponse Euh, bien étayée. Est-ce Et que... juste vas-y, pour Mathieu. compléter juste un point sur l'éclairage privé, c'est vrai que moi j'ai l'exemple d'un collègue, parce que du coup l'éclairage privé, on en avait parlé justement quand on préparait le webinaire, que c'est pas voilà, c'est pas juste les gens en particulier, ça fait partie, mais c'est vrai que voilà, il y a tous les aspects aussi de sites industriels, enfin dans le privé, c'est ça aussi en fait. En fait, c'est aussi majoritairement ça en fait, les commerces, les commerces, les sites industriels. Et moi j'ai l'exemple d'un collègue voilà qui a accompagné. Il y avait une personne qui avait un éclairage de carrière en fait, en extérieur, et tout était éclairé la nuit, avec des luminaires qui éclairaient beaucoup vers le ciel. Et du coup, la personne en fait, en discutant, a été très réceptive en fait à ces notions-là. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, il laissait éclairer des sites à l'extérieur où des fois il y avait besoin de passer, mais pas tout le temps. Et du coup, il y a eu tout un travail assez simple de réorientation des luminaires et puis de n'éclairer que quand les personnes passent. Et de suite, au niveau de la zone, ça permettait de baisser cet impact négatif. Donc voilà, c'est peut-être pour dire aussi que du côté des sites industriels et puis ou même enfin, dans la zone de tout ce qui est transport ou ce genre de choses, la question se pose et c'est en général des quantités de lumière qui sont beaucoup plus importantes que chez la personne dans un lotissement, même si ça rentre en jeu aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. Enfin, oui, du coup, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Mais ce qui veut dire Voilà. aussi qu'il suffit d'une bonne communication, une Sensibilisation, concertation exactement. Ouais, parce qu'on pour que peut tomber assez sur. vite les choses puissent s'éteindre. Exactement. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? On prend. Si vous avez, il n'y a pas de main levée, il n'y a pas de, mais Pas de message dans le chat. pas de message non plus. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je vous enverrai donc à vous les présents, mais également à tous les inscrits, le lien vers le replay, vers la sélection de ressources, vers la présentation, espèce de package complet, qu'on vous invitera, pardon, bien évidemment, à rediffuser à vos réseaux respectifs pour justement diffuser la bonne parole. Donc, merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne Au journée. revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au top. Ah oui.